Passion et liberté. Avec la sexualité, on peut faire des merveilles. Avec la sexualité, on peut faire des catastrophes. Avec la sexualité, parfois, dans notre société, on ne sait plus bien si c'est bien ou si c'est moins bien. Les jeunes sont perturbés parce que les adultes ne donnent plus les repères. Alors ils nous posent des questions. Alors il y a des consensus dans la société où tout le monde est d'accord. Et puis il y en a d'autres problèmes où tout le monde hésite. Il y a l'intellectuellement correct, le religieusement correct, le politiquement correct. Je voudrais dans un premier temps vous parler de 3 sujets sur lesquels il y a un consensus général dans la société et de 3 autres sur lesquels il y a des hésitations, afin d'essayer de nous faire réfléchir, puisqu'après il y aura un temps de dialogue. Les 3 points sur lesquels il y a consensus, c'est-à-dire où personne ne peut accepter, c'est la pédophilie, c'est l'inceste, c'est le viol. Et les 3 points sur lesquels il y a discussion, flou, difficulté à se positionner, c'est l'avortement, c'est l'homosexualité, c'est la bisexualité. Alors d'abord sur les 3 points où il y a consensus, viol, inceste et pédophilie, c'est essentiellement les hommes, nous, qui sommes en cause. Mais pourquoi donc y a-t-il des hommes qui peuvent faire ça, l'inacceptable, et qui reconnaissent bien fort que c'est inacceptable, mais qu'ils n'ont pas pu, parce qu'il y avait chez eux des passions inavouées, parce qu'il y avait chez eux des pulsions, des compulsions. Il m'a raconté, cet homme, qu'un jour, heureusement que le téléphone a sonné, parce que cette sonnerie du téléphone a permis de sauver l'enfant qu'il allait violer. Un autre m'a raconté dans des circonstances bien différentes comment le chant d'un coq l'a réveillé et lui a permis d'éviter de blesser un enfant qui était à côté de lui. Que se passe-t-il dans l'esprit, dans le cœur et dans le corps d'un homme qui va abîmer un enfant d'homme et qui sait bien que c'est pas bien? Il a souvent subi la même chose. Le violeur est la plupart du temps un être qui a été violé dans son cœur, dans son corps, dans son esprit. Je ne dis pas ça pour passer l'éponge, pour qu'il n'y ait pas de punition, pour justifier. Je dis ça pour que notre société se pose des questions. Qui est responsable des viols et de l'inceste et de la pédophilie? Ce n'est pas seulement celui qui fait l'acte. Ce sont ceux qui ne donnent pas des informations correctes aux enfants dans leur enfance et dans leur adolescence. Ce sont des adultes responsables qui, dans les médias, montrent des images qui sont des viols audiovisuels. Alors, quand je parle avec des collègues qui sont dans le domaine de la pédopsychiatrie, et que je leur dis le concept du viol audiovisuel aujourd'hui, il existe. Il y a des enfants qui voient des images
qui abîment leur cœur et leur intelligence. Et ces images, elles viennent d'adultes. Alors, quoi faire? J'étais dans un collège. J'étais dans la cour de récréation et je vois dans la cour de récréation 4 garçons en train de regarder un magazine. Ah! Je vais vers eux. Celui qui tenait le magazine, au moment où il me voit arriver, il le cache sous son manteau. Je lui dis, c'est ton livre de maths? Et il me dit tout de suite, vous voulez voir? Il cherche à mettre l'adulte dans son système. Vous voulez voir? Je dis non. Je dis, je sais, c'est pas des maths, c'est du cul. Il me dit, vous voulez voir? Deuxième essai. Je dis non. Mais je lui dis, c'est ta mère qui est dedans? Ah non. C'est ta sœur? Ah non. Mais c'est la mère d'un autre. Mais c'est la sœur d'un autre. Et tu fais quoi avec? Tu n'accepterais pas que ce soit la mère, ta sœur. Ça mérite quoi? Il y en a un qui a sorti un briquet et on a mis le feu à cette saloperie fabriquée par des adultes. Cher, pour faire du fric. Pour faire du fric. Et pour tenir les jeunes en laisse. Et pour que ce soit pour eux comme une drogue dont ils ont besoin et dont ils ne peuvent plus se passer. La pédophilie, il y en a beaucoup dans notre société qui le savent plus ou moins, mais qui s'en foutent, qui en sont responsables. Parce qu'ils abîment des hommes fragiles. Car l'homme est fragile. Car si tu veux être fort, il faut que tu connaisses ta fragilité. Celui qui croit qu'il est le plus fort et qui ne sait pas qu'il est fragile, il n'est pas fort, il est nul. C'est Paul qui dit que notre force, il dit, elle est dans notre faiblesse, mais traduisons plus clairement, elle est dans la connaissance de notre faiblesse. Parce que je sais que si je fais ça, je vois ça, j'entends ça, je vais aller là, alors. Parce que je le sais, je fais attention. Ce ne sont pas des femmes qui violent dans les livres, dans quelques magazines. Dans quelques cas, malheureusement, ça peut exister. C'est surtout nous, les hommes. Mais nous devons nous défendre. D'abord, en n'accusant pas celui qui est en accusation, mais en disant « Pourquoi donc cet homme qui a quand même un cœur, pourquoi donc a-t-il fait ça? Pourquoi donc ce père va-t-il se jeter sur sa fille en allant d'abord doucement? Parce que ça ne marche pas dans la conjugalité. Parce qu'il n'y a pas une coopération, une compréhension et un dialogue entre l'homme et la femme, et que souvent, trop souvent, la femme ne voit l'homme qu'à travers. Il ne pense qu'à ça. Ils, au pluriel, ne pensent qu'à ça. Regardez les images, les publicités. La femme est devenue objet, et la femme n'est pas un objet, c'est une personne capable de pleurer, capable de sentiments. Lorsque j'expliquais à des jeunes que les prostituées, ce sont des esclaves, un jour un jeune lève la main. Je dis oui, tu veux dire quoi? Il me dit non, ce n'est pas des esclaves. Pourquoi tu dis ça? Il me répond, puisque je paye. Oui, aïe, aïe. Je n'avais pas pensé. Lui, il dit, puisque je paye, j'y ai droit. Je paye, je veux, donc on me donne. Oui, mais tu payes quoi? Tu achètes quoi? L'amour, ça ne s'achète pas. Il n'y a pas de magasin de l'amour. Il peut y avoir des magasins de sexe, mais ce n'est pas de l'amour. C'est nul. Ça te rend malheureux. Tu ne sais plus où tu es. Alors tu souffres. Alors il faut savoir, il faut rencontrer ces hommes pédophiles, incestueux ou violeurs qui ont souffert beaucoup,
non seulement avant les actes qu'ils peuvent avoir subis et puis d'avoir transmis eux-mêmes, car cela s'explique par la psychologie. Ils transmettent ce qu'ils ont reçu, car au moment où ils vont blesser, l'enfant qui est en face d'eux, c'est eux quand ils étaient enfants, et ils font le film à l'envers de ce qu'ils ont vécu. Et nous, la société, nous n'avons qu'une chose et qu'un discours, ce sont des monstres. Oui, les actes sont monstrueux, mais ces personnes ne sont pas des monstres, ce sont des personnes humaines. Et nous avons notre part de co-responsabilité pour éviter et prévenir. La prévention de la pédophilie, la prévention de l'inceste, la prévention des viols, c'est possible. La prévention de la prostitution, c'est possible aussi, dans la mesure où nous, les hommes, nous serons informés, éduqués. On nous apprendra ce que c'est que l'amour. Tout à l'heure, un journaliste me disait, que diriez-vous à des jeunes comme message ? À ces jeunes, je leur dirais sur la sexualité, écoute-moi petit, tu as un cerveau pour comprendre, tu as un cœur pour aimer, tu as un corps pour marcher. Eh bien, il te faut d'abord apprendre, comprendre ce qui se passe dans ton cerveau et dans ton cœur. Le tien à toi, toi, garçon. Et puis que tu arrives à comprendre ton camarade, il vit la même chose que toi, ton copain. Mais ta copine ne vit pas la même chose. Parce que c'est un être différent, parce que c'est un être complémentaire de toi. Et ce n'est pas parce qu'elle est habillée comme toi, comme un mec, qu'elle pense comme toi. Les filles, les femmes, elles attendent de toi douceur, compréhension, et pas du sexe. Il faut que nous soyons vigilants. Il faut que nous demandions le pourquoi de ces erreurs de la sexualité, parce que quand nous comprenons le pourquoi, alors nous pouvons envisager la prévention. Mais venons-en maintenant à cette société, à notre société dans laquelle nous avons des responsabilités, où l'on ne sait plus si c'est bien ou si c'est mal. Tout à l'heure, j'ai été impressionné. Pour la première fois de ma vie, j'ai entendu un homme dire devant d'autres hommes, j'ai déconné, j'ai poussé telle fille, telle femme à ne pas garder l'enfant qui était en elle et dont j'étais le père. C'est vrai, c'est les femmes qui dégustent. Martine Aubry, ministre de la Santé en France, elle disait 2 phrases fondamentales. L'avortement, c'est toujours une catastrophe pour la femme. Je ne suis pas une femme, cela en est une. Si elle me le dit, je la crois. Et c'est vrai, j'en ai rencontré beaucoup. L'avortement, c'est toujours une catastrophe pour la femme. Et la deuxième phrase, elle disait, on ne peut pas être pour de gaieté de cœur. Alors ? Eh bien, alors nous, à Famille de France, nous sommes pour la prévention. Nous ne voulons pas être enfermés dans une dialectique. Tu es pour ou tu es contre ? Nous sommes pour la prévention. La prévention du sida, du suicide, des accidents de la route, de l'avortement. C'est ça l'objectif de notre société. Et si notre société elle va le devenir adulte, alors nous verrons diminuer toutes ces catastrophes que les femmes vivent, parce que nous, les hommes, nous deviendrons adultes. Car, vous savez, la sexualité de l'homme et de la femme, de l'humain d'une façon générale, dans ce domaine, nous sortons de la petite enfance, de la petite enfance. Qu'est-ce que c'est qu'être adulte ? Qu'est-ce que c'est qu'avoir une sexualité adulte ? C'est avoir une sexualité responsable de ses actes, de son cœur, de ce que l'on en fait. Ce n'est pas une sexualité compulsive, passionnée, illimitée. C'est une sexualité qui est au service du bonheur de l'autre que l'on partage avec lui, avec elle. C'est une sexualité créative, créative au sens pas simplement des enfants que l'on peut avoir, mais créative au sens du rayonnement et de la joie que l'on fait passer parce qu'on est dans le bonheur avec l'autre personne.
Vous savez, aujourd'hui, on vous présente à la télévision le couple hétérosexuel. Je vais vous le décrire un petit peu schématiquement. Monsieur arrive bedonnant à la télévision, mal rasé. Il s'assied dans le sofa et il demande le plateau et la bière. Madame, elle a le tablier de cuisine, elle sent l'huile d'olive à travers l'écran et elle n'est pas peignée. Ça, c'est le couple hétérosexuel sur la famille. Et puis ensuite, on vous montre deux jeunes éphèbes qui sortent du théâtre. Ils sont parfumés à travers l'écran et ils vont manger des huîtres. Et on vous dit, voilà, le premier couple, vous voulez ça? Et le deuxième, c'est sympa. Et si vous n'êtes pas pour ces deux images, vous avez un problème. Vous êtes homophobe. Vous avez un problème. Non. Vous n'avez pas de problème. Vous avez du bon sens. L'homosexualité, c'est vrai qu'elle a été longtemps considérée comme une maladie, je l'ai dit ce matin, et qu'il y a eu de l'homophobie, il faut le reconnaître. Mais attention que nous ne soyons pas aujourd'hui dans l'hétérophobie. Passer sur l'autre rive. Et hier en France, c'était l'anniversaire du Pacs. Le Pacs, c'est-à-dire le contrat d'union civile entre deux personnes de même sexe. Eh bien oui. Alors je suis un citoyen, je respecte la loi, j'ai passé à l'Assemblée nationale par un certain nombre de députés ignorants. Vous me direz, ils le sont tous, vous l'avez bien vu ce matin. Heureusement qu'il faut qu'il y ait des gens qui leur imposent les mains pour que ça passe. Et ça passe. Mais il y a du boulot. En France, il y a énormément de boulot. On va vous recruter. Alors ils ont voté sans savoir parce que simplement, il y avait un lobby et ce lobby avait fait passer le message que ce lobby, il représentait à peu près 1 200 000 voix en Île-de-France. Alors vous savez, un président de la République, un Premier ministre, une Assemblée nationale, ça a la trouille. 1 200 000 voix, ils vont voter contre moi si je suis contre eux. Le Pacs, c'est un contresens individuel, c'est un contresens social, c'est un contresens scientifique au sens de l'écologie de l'amour. Oui, il peut se faire qu'un garçon, deux garçons, puissent avoir une homosensibilité, une sensibilité entre eux, très bien. Une homosensualité. On peut imaginer deux hommes, deux copains qui ne se sont pas vus depuis 10 ans, ils vont se chercher à l'aéroport, ils se tombent dans les bras, ils s'étreignent. Homosensibilité. Comment vas-tu, mon vieux? Ça fait tellement longtemps. Homosensualité. Mais il n'y a pas d'homosexualité. Ce sont des affamés, je vous le disais, d'affection, auxquels on fait croire qu'ils sont affamés de sexe. Mais réfléchissez avec moi. Quand un être humain est angoissé dans notre société, quand chacun d'entre nous a de l'angoisse, et nous en avons plus ou moins à des moments de la journée ou de la vie, eh bien cette angoisse, elle va prendre deux chemins possibles. Les deux chemins qui sont les noyaux vitaux, les moteurs de l'individu humain. Premier moteur, je mange, car sans manger, je meurs. Et donc, lorsque le moteur dérape, c'est soit la boulimie, soit l'anorexie mentale. Et le deuxième moteur de l'individu humain, c'est aimer. On ne peut pas vivre sans amour. Et le verbe aimer, c'est un verbe en mouvement. J'aime et je suis aimé. Je ne peux pas aimer longtemps si je ne reçois pas de l'amour en retour. Alors, pour faire comprendre ça aux jeunes, je leur dis, tu as un chat à la maison? Oui. Tu l'aimes? Oui. Quand tu rentres à 17h le soir, tu prends le chat sur les genoux et puis tu le caresses et il fait quoi, le chat? Il miaule, il ronronne. Et toi, pareil. Et en ronronnant, tu lui dis, continue. Et le chat aime. Et tout d'un coup, le chat te pisse dessus. Salaud. Tu supportes pas? Il te méprise? Eh bien, l'amour, c'est ça. C'est un aller et un retour. J'aime et je suis aimé. J'aime et je suis aimé. C'est vital.
Mais quand on ne ressent pas, quand il y a eu des carences d'affection, vous avez un film qui s'appelle Les Nuits Fauves, écrit par un auteur qui devient acteur, qui est mort du sida. Et ce film, c'est la bisexualité. Il a été tellement blessé dans son enfance, un père et une mère absents, les deux. Il y a une scène dans ce film qui est terrifiante. Pendant près d'1 minute, vous n'avez pas de musique, pas de parole, et un face-à-face entre le père et le fils. Et le fils regarde son père d'un air de dire « Vieux con, tu n'es pas capable de me parler. » Et le père regarde le fils d'un air de dire « Mon fils, je ne sais pas quoi te dire, mais je ne sais pas comment te dire je t'aime. » Et au fond, la mère rigide prépare le steak du dimanche. Et ce jeune, Cyril Collard, on le voit dans une autre scène sous un pont de Paris, en relation sexuelle avec un autre homme qui le caresse, qui le câline, qui lui touche ce mètre carré et demi de surface corporelle dont je vous parlais ce matin, tandis qu'un autre lui pisse dessus. C'est la scène. Et vous voyez le G, et l'autre lui dit « pisse-moi dessus ». Il a tellement pas confiance en lui. Il a tellement une considération négative sur lui-même qu'il dit à l'autre « pisse-moi dessus ». Pourquoi a-t-il donc cette considération négative? Parce qu'il a manqué d'amour. Parce qu'il n'a pas suffisamment reçu de son père, de cette sève paternelle, de cette sève maternelle. Alors attention, la bisexualité vient dans notre société. Parce que nous, les pères, nous sommes insuffisants, mais parce que aussi les mères commencent à être insuffisantes. Et c'est dangereux pour les petits des hommes et des femmes de demain. Et si nous n'y faisons pas attention, si nous ne nous rendons pas compte de combien les enfants ont besoin de cette affectivité doublement parentale, alors il y a danger. En France, après le Pacs, on est en train de nous injecter l'adoption, l'homoparentalité. Et j'étais hier sur une radio bleue en France qui m'interviewait sur le sujet avec un grand responsable des Pacs à Faubourg. Et il me disait que j'étais à fond contre. Je dis non, je ne suis pas à fond contre, puisque je suis un citoyen respectueux de la loi et que le Pacs existe, donc je respecte. Mais je dis, monsieur, que le Pacs, c'est comme les fiançailles d'autrefois. C'est un temps qui ne va pas durer. Ça ne va pas durer. D'ailleurs, la société française le sent, car quand vous regardez les sondages, vous voyez que les gens ne veulent pas qu'il y ait d'adoption d'enfants parce qu'ils sentent bien que ce n'est pas pendant le temps des fiançailles qu'on adopte un enfant, ce n'est pas pendant le temps du Pacs qu'on adopte un enfant. Et il me dit, le Pacs c'est une grande réussite. Ah bon? J'ai dit, vous n'avez pas lu les journaux? On attendait à la première année en France 60 000 pacsés, il y en a eu 15 000, 20 000. Alors il me dit, oui, mais nous en attendons 100 000 à la fin de l'année. Oui, mais attention, je lui dis, vous ne savez pas le chiffre, nous sommes à 45 000 maintenant, en novembre 2001. Comment se fait-il que si en 2 ans on va à 45 000, vous allez me croire qu'on sera à 100 000 en décembre, vous foutez de moi? Le journaliste, lui, il disait rien, comme il ne savait pas compter. Mais le journaliste... Mais voyez, il ne faut pas se laisser faire. Mais il ne faut pas dire, je suis contre. Non, je suis respectueux de la loi. Savez-vous qu'en France, il y a une loi qui dit que, et Jospin est en train de mettre le doigt dessus, la loi de son maître. Son maître, en France, on l'appelle Tonton. Tonton, il a régné pendant 14 ans. Il était en place depuis 1 année et le 4 août 1982, il nous a sorti une loi. Vous savez, les lois d'août en France, il faut faire gaffe. Parce que les Français sont à la plage et à la montagne. Eh bien, la plus courte loi de 2 septennats, je vous la lis. Oh, je la sais par cœur, elle est très courte. Il y a 2 lignes. Cette loi numéro tant supprime l'article numéro tant de la loi numéro tant. C'est clair, hein? C'est du jus de chaussette. Alors, vous allez à la loi numéro tant, voir l'article numéro tant, et vous allez voir ce que c'est. Eh bien, voici. C'est tout simplement que la majorité sexuelle en France, c'est 15 ans. Tant pour les relations hétérosexuelles qu'homosexuelles. Voilà, ça c'est depuis le 4 août 82. Moyennant quoi,
Si un adulte a une relation sexuelle avec un garçon ou une fille, quel qu'il soit, qui a 15 ans et un jour, nos problèmes. Cet enfant de 15 ans est adulte. Pensez-vous, franchement, avec votre expérience quand vous aviez 15 ans, avec vos enfants qui ont 14, 15 ans, pensez-vous qu'à 15 ans, un garçon ou une fille, son corps est fini, son cœur est fini, son affectivité, son esprit? Mais non, c'est un adolescent, bien sûr, en construction. D'autant qu'il va vivre jusqu'à 100 ans. Nous ne sommes pas il y a 2000 ans où on vivait jusqu'à 30 ans. À 15 ans, désolé, majorité sexuelle, non. Mais je suis un citoyen responsable et respectueux de la loi. OK. Alors, eh bien, nous allons donner une information sur le sujet de l'amour et de la sexualité qui va se situer entre l'âge de 4 ans dont je vous parlais ce matin et l'âge de 15 ans. C'est-à-dire que je vais faire passer toute l'information pour qu'à 15 ans, l'enfant soit au clair sur tous ces sujets. Mais en France, l'information, c'est les médias, les images, les films. Alors on vous dit que le mieux, c'est de les laisser faire, de leur montrer tout ce qu'il y a, d'être libre, il est interdit d'interdire. Eh bien, s'il est interdit d'interdire, moi je veux bien, mais il n'est pas interdit d'informer. Il n'est pas interdit de rigoler avec des jeunes et de leur dire « il y a des adultes pétés dans notre société » et ils sont souvent à la direction des affaires. Ils sont souvent responsables de la télévision, des messages. Ils cherchent qu'une chose, c'est faire du fric. C'est la seule chose qui les intéresse. Information, ils n'en ont rien à foutre. Du fric. Mais on fait plus de fric avec le cul que dans le passé. Puisque les adultes d'aujourd'hui, on va les transformer en voyeurs. Il n'y a plus besoin de regarder à travers le trou d'une serrure. La télé et le sofa. C'est fabuleux. Et comme ceux qui nous dirigent ont une pathologie psychologique et psychiatrique qui s'appelle le voyeurisme, eh bien, quand vous voulez montrer que vous n'êtes pas malade, vous transmettez à tout le monde la même chose. Donc l'objectif, c'est que nous soyons tous des voyeurs. Et la civilisation actuelle est une civilisation de voyeurs. On essaye de nous faire devenir ça. Et c'est pour cette raison que tout à l'heure, j'ai beaucoup apprécié quand notre ami a dit « la télé ». Des jeunes me disent aujourd'hui, j'ai 16 ans, comment puis-je faire pour arrêter de me lever la nuit, pour regarder des émissions la nuit, pendant que les parents dorment? Je dis, c'est très simple. Tu prends le sécateur du jardin et tu coupes le câble. Ouais, mais alors il me dit, et mon père, ça lui fera pas de mal. Alors, bisexualité, c'est quoi? C'est nous faire croire que nous ne savons plus où nous en sommes au niveau de notre propre identité. Je suis un homme ou je suis une femme. C'est oublier à quoi ça sert la sexualité. C'est faire croire que la sexualité, c'est simplement fait pour s'amuser comme un joujou. Alors continuons l'adolescence. C'est pour ça qu'on passe à l'adolescence. Eh bien, voyez-vous, je crois qu'il faut qu'il y ait des hommes qui se lèvent maintenant et qui disent « ça suffit ». Nous ne sommes pas là pour partir en guerre, non. Nous sommes là pour faire, je dirais, de l'intelligence, stimuler l'intelligence en disant « écoutez, est-ce que vous voulez que votre fils saute sur toutes les filles qu'il va rencontrer dans la rue parce qu'elles sont belles? » Ben non. Vous n'avez pas envie qu'il aille en tôle. Vous n'avez pas envie qu'il attrape le sida. Alors quoi faire? Quel est le meilleur de tous les préservatifs? Une information de qualité. Et je vais terminer par la plus belle information que j'ai jamais reçue de ma vie, d'un malade à quelques jours de la fin de sa vie. Je faisais un travail sur comment ça marche un être humain. Et je me disais que le meilleur moyen pour peut-être le savoir, c'était de parler avec des gens qui, eux, sont en fin de vie et se posent les bonnes questions. Et ce jeune me dit, vous savez, il pouvait à peine respirer. Il faut tous les jours nourrir
Nourrir. Nourrir quoi? Il me dit, votre chaise. Ma chaise? Qu'est-ce que là, ma chaise? Je croyais que j'étais mal assis sur ma chaise. Il me dit, les 4 pieds. Les 4 pieds. Je revois les 4 pieds, oui. Il me dit, il faut nourrir son corps, son esprit, son cœur. Et puis il continue, et il me dit, alors je lui dis, l'âme, non. Il me dit, moi j'y crois pas à ça. Mais il me dit, c'est plus profond, c'est plus profond. Il ne trouvait pas le mot, alors je lui dis, en grec c'est anima. Ça anime, c'est l'âme. Oui, il faut nourrir les 4 choses. Et ce qui boite dans notre société, c'est qu'on se baffre et on se gave le corps. On se gave l'esprit et les images de télévision et de n'importe quoi, et de zapping de ci et de ça. Le cœur ne sait plus où il en est. Alors, une fille est jolie, je l'aime. Un mec est sympa, je l'aime. On va au pieu, on va au pieu. J'ai des besoins de câlin, allez, câlin, câlin, câlin. N'importe quoi. Incohérence. Et on boite parce que ce qui anime le plus profond de l'être n'est pas nourri et cachectique. Alors, cet homme, il m'a laissé un merveilleux message. Nous sommes une chaise vivante. L'esprit, le cœur, le corps et anima notre âme qui doit être nourrie d'une parole. Nous en parlions tout à l'heure au repas. Au fond, la bonne nouvelle, c'est une parole. Et cette parole qui s'est répétée de siècle en siècle, elle nous rejoint au plus profond de notre être et elle vient nous dire « N'aie pas peur de toi, n'aie pas peur d'utiliser tout ce que tu as comme potentiel. » Ton citron avec des neurones huilés qui marchent à fond. Et si tu ne sais pas, va voir ton voisin, il va t'expliquer. Va chercher le spécialiste, tu te diras ce qui est la vérité. Alors, avortement, homosexualité, bisexualité, tout ça, ça s'explique par une société qui a un peu perdu les pédales, qui a perdu les repères. Mais moi, au Forum des hommes, les repères, je les ai vus. Vous avez les bons repères. Mais vous n'avez pas simplement les bons repères pour les recevoir en une journée et dire « c'est bon, j'ai compris ». Vous devez sortir en retransmettant tout ce que vous avez entendu et compris. Vous n'êtes pas seul. Il y a votre famille, il y a vos amis, il y a votre boulot, il y a votre pays, il y a l'Europe entière, il y a la planète entière. Nous avons un champ fabuleux. Il n'y a pas de chômage dans ce champ. Alors, n'ayons pas peur d'aller dire partout ce que nous avons compris. L'amour, la sexualité, l'homme et la femme, les enfants, tout est bon. Mais il faut savoir le sens de tout ça. Et le sens, c'est tout simplement le plus grand bonheur de chaque être humain qui diffuse vers celui qui est à côté de lui, parce qu'à ce moment-là, l'être humain a compris où était la source du bonheur, bien au-dessus de nous, une source inépuisable, intarissable, jour et nuit, qui ne dort pas, mais une source à laquelle nous devons aller boire tous les jours. Si vous voulez, on va commencer à répondre aux questions parce qu'il y en a beaucoup. Première question. Je sais de quelle manière on parle dans le monde et l'on pense dans notre tête.
ne devrions-nous pas apprendre à parler moins crûment dans une salle publique par respect de Dieu et de ce qu'il a créé, un temple saint, la langue, et de notre semblable par respect encore une fois? Tu seras jugé pour tes mauvaises paroles qui sortent de ta bouche. Je pose la question. Je vous veux saint. Merci. Alors, je réponds. Il est vrai qu'il faut parfois utiliser des mots pour réveiller, pour choquer. Et je ne me cache pas du fait que parfois j'utilise des mots qui choquent. Mais si vous utilisez des mots entourés de papier au chocolat, vous ne réveillez personne. Et quand vous parlez avec des jeunes, c'est très important quand on parle avec des jeunes de les rejoindre dans leur langage. Parce que l'objectif, ce n'est pas d'utiliser des mots châtiés, l'objectif, c'est de se faire entendre. C'est-à-dire que vous puissiez faire réfléchir le jeune qui est en face de vous et que ce jeune il puisse changer d'attitude s'il est en train de faire des conneries ou de penser des bêtises. Et donc je crois que l'utilisation d'un langage qui peut être cru, je dirais frais, ça peut être stratégique pour rejoindre la personne là où elle en est. Et puis, entre hommes, nous sommes entre frères, alors on peut se parler entre frères. Deuxième question, vous parlez de créativité. Vous parlez de créativité dans le couple ou arrêter notre créativité dans le domaine de la sexualité. Que dois-je faire ou ne pas faire? Que doit-on faire ou ne pas faire? L'homme est très sensoriel. C'est un homme de 37 ans. Eh bien, monsieur, vous n'êtes pas très sensoriel. Sachez que tous vos frères sont comme vous. Et quand je vois un homme de 70 ans qui me dit « Suis-je normal? Je désire encore ma femme », ben je lui dis « Vous allez très bien ». J'ai vu un philosophe, un très grand philosophe français, auquel on posait la question « Maître, la sexualité, le sexe, c'est très important à 20 ans, n'est-ce pas ?» Il répond « Oui ». Et à 30, il répond « Aussi ». Et à 40 aussi. Et à 50 aussi. Il est arrivé à 100. Le philosophe avait 98. Et c'était toujours aussi important. Alors la question, elle est importante. Où s'arrête notre créativité? Alors, je vous dis tout de suite que dans la tête d'un homme, la créativité dans le domaine de la sexualité, c'est inépuisable. Vous le savez, n'est-ce pas? On peut tout imaginer et on est très très forts, nous les mecs, pour imaginer. Ce qui fait qu'il va falloir mettre des barrières. Mais où sont les barrières? Car qu'est-ce qu'un fantasme? Un fantasme, c'est quelque chose qui est dans la pensée et qu'il ne faut pas mettre en acte. Car si vous mettez le fantasme en acte, le danger, c'est qu'il n'est plus fantasme, il va falloir en créer un autre. Et donc c'est une escalade qui fait que, comme beaucoup de gens ne savent pas comment fonctionne le fantasme, eh bien ils vont d'un fantasme à un autre, et c'est sans fin. Mais qui peut donc gérer le fantasme? Vous me direz, nous, l'homme, non. C'est la femme qui va nous aider à gérer le fantasme. Car parlez avec une femme, votre épouse, votre compagne, demandez-lui ses fantasmes, elle n'a pas du tout les mêmes que vous. Ou alors, il y a eu une émission à la télévision française il y a quelques années, c'était Fantasmes de femmes. Je dis à Christine, il faut absolument qu'on regarde ça tous les deux, moi j'aimerais bien savoir quels sont les fantasmes des femmes. Quand nous regardons une émission avec Christine, en général, nous ne parlons pas pendant l'émission, on écoute bien, on prend des notes, puis après, on éteint, on discute. Et je lui dis, c'est ça les fantasmes des femmes? Elle me dit non. Ben, je dis, c'était une émission sur les fantasmes des femmes. Je dis, mais pour moi, c'était que les fantasmes des hommes. Tous les fantasmes qui étaient décrits, c'était des fantasmes de mecs. Et on faisait croire aux femmes qu'elles avaient les mêmes. Pourquoi? Pour que nous puissions aller dans les nôtres. C'était le seul but. C'était extrêmement intelligent comme émission. Je vais vous donner un exemple. Il y a une question ici qui est très très belle. J'espère la retrouver. C'est une des premières que j'ai lues. Voilà, elle est superbe. Vous allez rire, hein?
Mais bon, il faut bien rigoler. Je lis d'abord, je ne veux pas que vous le reconnaissiez. Hein. Parce que imaginez que vous allez dire, c'est pas moi, c'est le voisin. Non, c'est chacun d'entre nous. J'ai 25 ans, je suis marié depuis 1 an et demi, j'aime ma femme, je suis un chrétien engagé, mais j'ai un problème. Ah, voilà. Ma femme a de magnifiques fesses. Et j'ai une énorme envie de la sodomiser. Bon. Je n'ai aucune envie de garçon, mais juste ma femme. Nous avons déjà discuté, mais elle pense que ce n'est pas chrétien. Aidez-moi. Je vais vous aider. D'abord, c'est très bien que vous ayez osé le dire. Et là-dessus, je vous félicite. Deuxièmement, c'est très bien que votre femme vous dise « Écoute, mon petit chéri, il y a quelque chose qui ne va pas là. » Mais votre femme, elle ne vous donne pas la bonne raison. La bonne raison, ce n'est pas que tu es chrétien ou pas chrétien. La bonne raison, c'est que votre femme, elle devrait vous dire « C'est pas du respect pour moi. Je ne me sens pas respecté si tu fais ça. » Et ça doit vous suffire. Parce que vous aimez votre femme. Et que le fantasme de la sodomie, il est chez tous les hommes, vous entendez, tous, en majuscule, moi y compris. Mais je suis désolé, ça ne se fait pas. On respecte. Parce que votre épouse, votre femme, vous l'aimez et elle vous aime. Mettez-vous à sa place. L'amour entre un homme et une femme, je suis désolé, c'est pas comme à la télé. C'est face à face, c'est en se parlant. Que de femmes qui disent « Mon mari, il parle pas. Ah bon, il est muet? Non, mais quand tu fais l'amour, il considère qu'il n'a rien à dire. » Ben, c'est désolé. D'abord, je n'aime pas l'expression « faire l'amour ». La bonne, c'est donner de l'amour. Changez l'expression, mettez « donner », vous allez voir. Si vous donnez, vous recevez. Si vous donnez, elle va recevoir et puis elle va vous donner. Alors c'est un échange, c'est pas la même chose. Quand vous dites « faire », c'est un acte. Et moi, je suis chirurgien. Et donc, quand j'opère, je fais des actes opératoires. J'opère. Je sais ce que je fais, j'opère. Et quand j'aime ma femme, c'est pas un acte. Je donne et je reçois. Alors, ça peut durer. Parce qu'il faut écouter, il faut parler, il faut discuter. Et quand vous ne discutez pas et quand vous dites « bon, allez, on y va », c'est nul. Et elle n'ose pas vous le dire, mais moi, je le dis à sa place. Hein? Elle vous dit « écoute, chérie, non. J'aime tellement entendre le son de ta voix. » Oui, mais alors l'homme dit « je suis fatigué. » Eh bien, dors. Alors, il y a quelqu'un qui me met combien de fois? Oui, quel est le rythme? Ah ben pour l'homme, c'est tous les jours. L'homme, s'il pouvait, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous savez, la libido de l'homme, c'est un 747 à 12 000 mètres d'altitude, permanent.